et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous pour ouvrir ce colloque international genre et santé, donc organisé par l'Institut Émilie du Châtelet en partenariat avec l'INSERM. Et nous attendons Isabelle Tisse-Saint-Jean du Conseil régional qui va sans doute arriver, mais pour la faire venir, nous allons entamer l'introduction à deux voix, Nathalie Bajos de l'INSERM et moi-même, présidente de l'Institut Émilie du Châtelet. Donc une brève introduction pour vous rappeler peut-être que cet Institut Émilie du Châtelet a été fondé à l'impulsion et avec le soutien de la région Île-de-France. C'est pas banal, hein, c'est un soutien assez exceptionnel. Et cet institut a pour mission le développement, la diffusion de la recherche sur les femmes, le sexe et le genre. Donc, outre des manifestations scientifiques qui sont soutenues par l'Institut Émilie du Châtelet, et il y a eu un grand colloque, notamment sur la thématique sur les mutilations sexuelles, organisé par Armelle Andro. L'Institut organise aussi ses propres colloques. Donc il y a eu un colloque sur les hommes en faveur de l'égalité des sexes. Il y a eu plus récemment, et publié sous forme de livre aussi également, Mon corps a-t-il un sexe ? Qui vient de paraître aux éditions de la Découverte. Et nous inaugurons enfin aujourd'hui un colloque sur le thème de la santé. Donc c'est au sein du conseil scientifique de l'IEC que l'idée a été proposée, cette idée de travailler sur la santé, à partir du constat de peu de recherche ou de peu de visibilité ou de dispersion des recherches dans ce champ de la santé. Donc que soient remerciés ici les membres du comité d'organisation qui ont été très mobilisés pour organiser la répartition thématique du colloque, que soient remerciés aussi les membres du conseil scientifique du colloque qui ont accepté de soutenir cette initiative et de participer aux expertises. Et puis un grand merci aussi aux coordinatrices, donc Sylvie Boulman-Krantz, à qui je donnerai la parole tout à l'heure, qui est secrétaire générale du DIM-GID, du domaine d'intérêt majeur genre, inégalité, discrimination, au sein duquel est hébergé l'IEC. Et puis un grand merci à Lucette Ossel de l'INSERM. Donc toutes les deux ont été vraiment les organisatrices du colloque, les coordinatrices du colloque. Et puis un grand merci aussi à celles qui les ont aidées, Sandrine Lely et Anna Djanguidjian. Donc je reprends les thématiques de l'Institut, femmes, sexe, genre. L'Institut réfléchit depuis bientôt 10 ans plus particulièrement à cette articulation, même si le concept de genre tend à englober les deux autres termes, c'est quand même l'imbrication de ces trois notions, de ces trois concepts, de ces trois catégories qui nous intéressent ici. Or, la santé est une des thématiques qui permet d'explorer particulièrement cette articulation et nous permet de comprendre comment interagissent des aspects systémiques de la construction sociale des sexes et des normes avec des particularités des sexes, des corps, y compris des intersexes ou des transgenres, sans oublier non plus que la catégorie femme, mettons-la entre guillemets, si elle a été déconstruite, elle peut garder et elle garde sa pertinence sociologique, en particulier sur les questions de santé. C'est d'ailleurs historiquement, et comme historienne, je me permets un petit flashback, c'est d'ailleurs historiquement à partir d'un questionnement sur femmes et santé qu'une réflexion féministe s'est développée. Au XIXe siècle, il s'est agi de réclamer déjà l'entrée des femmes dans la carrière médicale, souvent dans l'idée de s'occuper de la santé des femmes et de créer une médecine pour les femmes, ce qui était à la fois une nécessité et un domaine assigné aux femmes qu'il était difficile ensuite de dépasser. Pour les féministes les plus radicales, ce sont aussi des revendications à la belle époque, autour de 1900, comme celle de Nelly Roussel, qui fait l'éloge d'un certain docteur Lucas qui lui a permis d'accoucher sans douleur et qui est une des militantes néo-malthusiennes les plus actives pour une maternité choisie. C'est un des noms parmi les nombreuses pionnières des luttes pour les droits reproductifs. Donc c'est aussi défendre la professionnalisation des infirmières et défendre leurs droits quand, en France en particulier, la laïcisation des hôpitaux favorise la création d'une nouvelle profession
modelé sur l'idée du dévouement et du sacrifice féminin des religieuses qui fournissaient une main-d'œuvre gratuite. Et c'est un modèle dont il est encore bien difficile de se départir. Un grand saut dans les années pour faire une petite hommage aussi aux années 70, 1970, où à ce moment-là, dans le féminisme, la méfiance est plus grande à l'égard du corps médical. Et l'ouvrage Notre corps nous-mêmes, produit par le collectif de femmes de Boston en 1976 et traduit ensuite dans toutes les langues, ou en tout cas en français, est exemplaire de cette volonté de réappropriation de leur corps par les femmes en partageant des savoirs, des informations, des points de vue critiques, des expériences pour prendre le contrôle de leur propre corps. Rappelons d'ailleurs à cette occasion que cette lutte pour la liberté de la contraception et de l'avortement a été aussi une lutte mixte de femmes mais aussi d'hommes et de médecins. Ces mobilisations ont irrigué également une réflexion sur les politiques de santé, sur les inégalités croisées, sur l'importance de la santé des femmes dans la perspective, on appellerait aujourd'hui genre et développement, ou les perspectives nord-sud. Ces questionnements fondamentaux ont nourri les études sur les femmes, le sexe et le genre dans le monde de la recherche. Et ces questionnements se sont profondément renouvelés au sein de la recherche avec une double entrée qui vaut pour d'autres thématiques. Qu'est-ce que le genre fait à la santé et qu'est-ce que la santé fait au genre? Ce que le genre permet de comprendre de l'environnement global et enfin, en quoi le genre permet de dépasser les apories d'une catégorisation femme-homme trop rigide et naturalisée. Même la question de la santé sexuelle et reproductive, qui s'est imposée dans les ONG internationales, notamment lors de la conférence de Pékin en 1995. Donc même cette question s'est profondément renouvelée à travers les travaux sur le genre, les sexualités et les intersexes. Le genre modèle les questions de santé des femmes comme des hommes, en tant que système hiérarchisant d'organisation des rôles, des normes, que chaque société, chaque époque assigne à chaque sexe comme mode de différenciation sociale des sexes et comme modalité des rapports sociaux et d'échanges relationnels interpersonnels. Comment, par exemple, les représentations du masculin et du féminin forgent des représentations du corps et de ses pathologies, de l'acte du soin et du soignant, des représentations qui agissent sur l'approche de la maladie et de la santé. Comment, par ailleurs, les systèmes de santé et représentations du normal et du pathologique, du sain ou du malsain, de la bonne ou de la mauvaise mère, de l'homme performant ou non, nourrissent, peaufinent la grammaire du genre. C'est donc dans cette double interrogation que nous nous situons. Et je passe la parole à Nathalie Bajos qui poursuit l'introduction. Merci. Je vais poursuivre et essayer de présenter un petit peu plus en détail le programme de ce colloque et la façon dont nous avons procédé en reprenant, en insistant encore à nouveau sur le fait qu'on a souhaité organiser ce colloque parce que sans doute plus que tout autre domaine, celui de la santé est particulièrement difficile à penser en termes de construction sociale car bien évidemment la santé touche à la biologie et c'est par la biologie qu'on justifie la pensée naturalisante. Alors nous avons souhaité, comme vous l'avez vu dans le programme, que les différentes disciplines qui adoptent des perspectives très différentes du genre dialoguent entre elles, que ce soit l'histoire, la philosophie, en passant par la sociologie, la démographie, l'épidémiologie, sans oublier la médecine. Et vous verrez dans ces 2 jours qu'il y a effectivement des perspectives très différentes et il nous a semblé extrêmement important que ces disciplines s'écoutent les unes les autres et apprennent à dialoguer entre elles, si ce n'est à construire des programmes de recherche qui les associent. Alors, donc cette approche proposée dans ce colloque, elle est résolument ouverte au plan des thématiques, des modèles théoriques et des approches pragmatiques de terrain, également au niveau des méthodologies disciplinaires qu'elle suscite. Alors, ce qu'il faut bien voir, et ce n'est pas du tout spécifique à la France, c'est que dans le champ de la santé, peu de recherches proposent effectivement une analyse de genre, même quand elles en utilisent le terme. Et la confusion entre genre et sexe est fréquente, et de nombreuses recherches, en santé publique notamment, restent à un niveau assez descriptif qui n'appréhendent pas les processus sociaux qui construisent les catégories de sexe. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait frappé dans une analyse récente de la littérature internationale en sciences sociales sur le VIH
que j'avais effectué et qui montrait à quel point finalement cette confusion entre genre et sexe était extrêmement fréquente et que ces processus n'étaient pas interrogés. C'est d'ailleurs un constat qui avait déjà été fait par Kristen Springer, qu'on aura le plaisir d'entendre en conférence d'ouverture, qui, dans un numéro dont je vous conseille vivement la lecture, un numéro spécial de la revue Social Science and Medicine consacré aux questions de gender and health, qui soulignait déjà sur l'ensemble des thématiques et pas le VIH que, effectivement, cette analyse des processus sociaux qui construisent la différence des sexes était plutôt laissée de côté. Alors, vous verrez à travers toutes les communications qu'on a retenues qu'on a vraiment souhaité diversifier les thématiques et les approches pluridisciplinaires. Alors, sur les plus de 150 communications retenues, ce qui était vraiment beaucoup pour un premier colloque sur ce thème, sur les plus de 150 communications reçues, on a choisi volontairement, le comité d'organisation, d'être plus sélective sur les communications qui relevaient du champ de la santé sexuelle et reproductive. Non pas que les communications proposées n'étaient pas de très bonne qualité, mais parce que, de fait, on avait reçu beaucoup de communications qui relevaient de ce champ. Un champ dans lequel les approches de genre sont particulièrement développées, même si, bien évidemment, il reste beaucoup de choses à faire. Et on a souhaité donc favoriser d'autres thématiques et pour donner à voir les travaux qui sont le plus souvent en cours et réalisés par de jeunes chercheurs. Voilà. Et qui interrogent justement ces questions, ces enjeux de santé dans une perspective de genre. Alors, s'il fallait schématiser, on pourrait dire que d'un côté, on a des ateliers qui objectivent et qui interrogent la différence des sexes, la différence entre les femmes et les hommes dans le domaine de la santé, et puis de l'autre, des ateliers qui interrogent plus frontalement les conditions sociales et historiques de la fabrication de ces différences. Alors, dans la première catégorie, évidemment, je dirais l'atelier morbidité-mortalité, un atelier qui nous permettra tout autant de dresser un constat des différences entre femmes et hommes que de nous conduire à en interroger le sens. Et c'est un champ de recherche qui s'ouvre tant les inégalités sociales de santé ont très longtemps été analysées, surtout par les épidémiologistes et les démographes, en considérant le genre comme un enjeu à part des autres inégalités sociales. Il y avait vraiment les inégalités sociales de santé et puis à côté la question du genre. Alors, comme le rappelait, je dis ça pour nos conférencières étrangères, un très grand sociologue français spécialiste de l'éducation, pas du tout spécialiste de la santé, les inégalités sociales dans le champ de la santé frappent d'emblée par une spécificité, et Christian Baudelot, puisque c'est de lui dont il s'agit, soulignait que c'est le seul domaine où les femmes semblent avoir un avantage. Alors, c'est un constat qui, comme on va le voir au cours de ces 2 jours, mérite néanmoins d'être déconstruit. Mais pour autant, le fait est quand même assez inhabituel, exceptionnel même, puisque dans tous les autres domaines, salaire, emploi, chômage, sous-emploi, travail partiel, etc., carrière, éducation bien évidemment, les femmes sont les premières victimes des inégalités. Et même si les enquêtes dont on aura un aperçu aujourd'hui montrent que leur état de santé perçu ou déclaré est de moindre qualité que celui des hommes, elles vivent plus longtemps qu'eux, en plus mauvaise santé toutefois. Alors, les inégalités, autre caractéristique des inégalités sociales dans le domaine de la santé, c'est que les inégalités sociales entre femmes sont moins creusées que chez les hommes. Et on observe d'ailleurs la même tendance à l'école. Et Baudelot soulignait que ce fait méritait d'être souligné car, pour le reste, les inégalités sociales de santé ressemblent tristement aux autres types d'inégalités et elles respectent scrupuleusement les échelons de la hiérarchie sociale. Avec toutefois un domaine spécifique qui fera aussi l'objet d'un atelier particulier, c'est le domaine de la santé mentale pour lequel on trouve une plus forte prévalence chez les femmes. Et cet atelier qu'on a nommé « Enjeux psychiques » nous permettra d'interroger ce constat. Par ailleurs, le focus particulier qui est proposé dans l'atelier santé et travail ouvrira plus encore que d'autres sur les enjeux de l'intersectionnalité et la nécessaire prise en compte des autres rapports sociaux, de classe, de racialisation, etc. Il y a également les ateliers cancer, les ateliers vieillissement et santé sexuelle qui nous permettront d'interroger les représentations genrées de la maladie et de la santé.
Mais comme vous le savez, comme la race, le sexe n'a d'existence que sociale, la recherche doit aussi interroger le sens des catégories sexuées que nous utilisons, femmes, hommes, masculinité, féminité, etc. Et les communications que nous avons retenues ont précisément pour objet d'interroger cette soi-disant spécificité de la santé des femmes ou d'ailleurs de la santé des hommes. Et cette interrogation, comme vous le verrez, se situe à plusieurs niveaux, qu'il s'agisse dans certains ateliers d'interroger les logiques sociales et professionnelles qui construisent cette différence de sexe, comme en particulier on le verra dans l'atelier grossesse et maternité ou dans l'atelier sur les pratiques professionnelles. Mais il s'agit aussi d'interroger plus directement le processus de sexuation des catégories, comme on le fera dans l'atelier sur la normalisation des corps et dans celui sur les transgenres, atelier qui devrait alimenter tout particulièrement les réflexions sur la fluidité des catégories et des identités. Deux derniers ateliers dans l'ordre de présentation, pas dans l'ordre chronologique, c'est l'atelier histoire qui mettra quant à lui particulièrement en valeur le poids d'un héritage, d'un dimorphisme sexué dans l'approche des corps, de la médecine et de la santé. Voilà pour cette présentation un peu de tout ce très beau programme. Nous avons voulu tout de suite associer à nos travaux des chercheuses internationales qui sont pionnières dans ce domaine. Nous aurons en particulier le plaisir d'entendre Kristen Springer qui ouvrira ce colloque avec une conférence sur les genres et santé, quelles questions de recherche. Nous aurons aussi une conférence sur genre et santé environnementale, même si nous avons très peu de communication sur ce sujet, ça nous semble vraiment un domaine extrêmement important à investiguer avec Donna Mergler. Une conférence également sur genre et santé mentale avec Rebecca Jordan-Young. Genre et vieillissement, conférence qui sera donnée par Sarah Harbert. Et ce colloque sera conclu par une conférence de Ryan Arap sur genre et mondialisation. Vous voyez que c'est des conférences sur des sujets très, très diverses et qui devraient vraiment nous permettre de dynamiser ce champ de recherche en France en l'inscrivant d'emblée dans une réflexion internationale. Et c'est bien, je dirais, l'objectif tout premier de ce colloque. Vous l'aurez compris, c'est un premier colloque et à n'en pas douter, compte tenu du nombre de communications qui sont proposées par des jeunes doctorantes et doctorants. Donc on était très impressionnés en recevant toutes ces communications de la jeunesse de ce champ de recherche en France. Et nous publierons les conférences de toutes nos invités et nous souhaitons d'ores et déjà nous invitons d'ores et déjà toutes les personnes qui vont présenter des communications à les soumettre dans des revues françaises et internationales, voire à prendre l'initiative d'organiser des numéros thématiques spécifiques en sollicitant les collègues de Sciences sociales et santé, Société contemporaine ou d'autres revues, parce que, à n'en pas douter, il y a matière à faire beaucoup de beaux numéros sur cette thématique. Voilà, je vais passer la parole à Isabelle Saint-Jean. Donc, merci beaucoup. Nous recevons donc Isabelle Saint-Jean, qui est vice-présidente à la recherche du Conseil régional d'Île-de-France et qui va vous expliquer un peu ce dispositif qui nous permet de nous réunir ici, puisque c'est ce Conseil régional d'Île-de-France qui nous finance très, très majoritairement et nous la remercions très vivement. Écoutez, tout d'abord, je vous prie d'excuser toutes mes excuses. Je suis arrivée en retard. Je voudrais commencer par moi vous remercier. Moi vous remercier toutes et tous pour votre engagement dans la recherche. Parce que si nous, on est très heureux de vous soutenir, on est très heureux de le faire parce qu'on est absolument convaincus de l'importance du secteur de la recherche pour la région, mais bien au-delà de la région, pour nous tous et nous toutes. Je ne vais pas revenir longuement sur ces raisons, mais vous les connaissez. La recherche, c'est bien sûr le savoir et la connaissance, et l'émancipation. La recherche, c'est par son lien avec l'enseignement supérieur, la jeunesse, la qualification, la formation de la nouvelle génération, et on sait à quel point c'est important pour notre avenir commun. Et puis la recherche, c'est aussi, certes, du savoir et de la connaissance, et il faut qu'on
qu'on y soit attaché en tant que tel, mais c'est aussi dans ces déclinaisons des retombées extrêmement importantes pour notre avenir dans tous les domaines, pas seulement économiques. On parle toujours de la valorisation économique de la recherche via l'innovation, et c'est important pour l'emploi, mais c'est aussi des retombées en termes de santé, des retombées en termes de notre compréhension du monde, notre capacité à nous inscrire dans le monde. Je crois que j'y reviendrai un tout petit peu. C'est effectivement ce que vous faites aujourd'hui. Et puis c'est aussi la recherche, c'est aussi en cette année de COP21 notre histoire commune quant à notre capacité à faire face aux bouleversements écologiques et climatiques et de biodiversité qui sont les nôtres. C'est dans les laboratoires que ça se passe, dans les comportements, mais aussi dans les laboratoires. Donc il y a un enjeu absolument fondamental sur la recherche et l'enseignement supérieur. Une région n'a aucune obligation à agir sur ce domaine, il faut le savoir, je le répète régulièrement. C'est pas dans nos compétences propres, on a les lycées, on a la formation professionnelle et l'apprentissage, on a l'innovation, le développement économique, mais la recherche et l'enseignement supérieur qui est un peu positionné là, on n'a pas du tout de contrainte à agir. Et pourtant, on le fait parce qu'on est convaincu que ce que vous faites au quotidien est absolument essentiel pour notre région, pour notre avenir. Et on le fait d'autant plus que la région Île-de-France, si vous regardez le premier marqueur de différenciation de la région Île-de-France, c'est pas le développement économique, c'est pas la richesse culturelle, c'est le premier marqueur, c'est sa recherche, cette concentration absolument incroyable sur tout le territoire, pas seulement dans Paris intramuros, pas seulement à Saclay, mais sur tout le territoire. Vous avez des centres de recherche, vous avez des universités, vous avez des écoles, 45 écoles, 17 universités, 600 000 étudiants. Donc les chiffres sont... voilà, c'est plusieurs pays européens réunis. Et donc, c'est une force absolument extraordinaire pour la région. Et donc, on se dit que même si ce n'est pas dans nos compétences, étant donné l'importance, on essaye d'être auprès des acteurs qui, au quotidien, agissent pour porter la recherche et l'enseignement supérieur. Et donc, on essaye d'être à vos côtés. On essaye d'être à vos côtés avec une attitude, je crois que Florence peut en témoigner, de très grande confiance. Il y a deux mots d'ordre qui guident notre action, qui sont la confiance laissée au milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur. Bien sûr, on a des priorités politiques. Bien sûr, on a des priorités politiques qu'on porte et il y a des questions, et j'y reviendrai, qu'on souhaite voir portées par les chercheurs, qu'on souhaite voir traduits dans leur engagement, dans leur activité de recherche. Bien sûr, c'est normal, donc on essaye de faire en sorte que vous vous en empariez, et on le fait avec vous en particulier. Mais on sait aussi que c'est un milieu où c'est la passion qui marche. On ne fait pas de la recherche autrement que par passion profonde, par engagement, surtout quand on connaît les conditions de difficulté d'entrer dans le métier. J'y reviendrai sur les jeunes chercheurs. Plus que jamais, donc on fait ce métier par passion. Il ne faut jamais oublier, même si la période est compliquée, il ne faut jamais oublier le sens profond qu'on y a mis au début. Je dis « on » parce que vous le savez probablement, je suis moi-même universitaire devant mes amphis 2 fois par semaine. Le sens qu'on y a mis est un sens, un engagement profond, personnel, de passion dans le métier. Donc, on ne peut pas faire marcher les gens dans ce milieu, les rendre efficaces si on ne leur laisse pas une immense liberté. Et bien sûr, il faut qu'ils portent nos priorités politiques, mais dans une très grande liberté. Et ça passe par une confiance laissée au milieu. C'est pour ça que, et c'est pas que des mots, parce que je sais qu'il y a une telle défiance à l'égard de vos représentants politiques, pour la plupart d'entre vous, que quand on dit des choses, voilà, dès qu'on dit des choses un peu générales, immédiatement la défiance est là et vous ne nous croyez plus. Et pourtant, on peut dire des mots et être dans une réelle sincérité et même dans une application. C'est ce qu'on fait dans les domaines d'intérêt majeur. La confiance, elle est là, puisque c'est quand même, si on prend les 16 domaines d'intérêt majeur, des dizaines de millions d'euros, voilà. Et la confiance, elle est là, puisqu'on remet la décision aux porteurs des domaines d'intérêt majeur.
Ces domaines d'intérêt majeur, donc c'est des réseaux de chercheurs sur des thématiques données. Donc il y en a une sur genre et discrimination, celle dont parlait Florence tout à l'heure. Eh bien, ces domaines d'intérêt majeur ont été sélectionnés par un conseil scientifique à qui, là aussi, on a fait confiance pour qu'ils nous disent si oui ou non, on avait raison de faire confiance à ceux qui portaient les domaines d'intérêt majeur. Donc c'est une double confiance, hein. On a fait confiance au conseil scientifique et après, une fois qu'il nous a dit c'est bon, vous pouvez passer un accord avec eux, on fait confiance aux domaines d'intérêt majeur. Et c'est eux, les porteurs de projets, que je voudrais remercier pour leur engagement, parce que ça ne marcherait pas sans eux. Les porteurs de projets, ensuite, c'est eux qui sélectionnent les colloques, c'est eux qui sélectionnent les allocations de recherche, les post-docs. Voilà, cette confiance-là, elle est donnée. L'autre chose, c'est la coopération. Ça aussi, c'est un grand mot général. On nous dit coopération, on nous dit coopération. On la met en œuvre, puisque dans ce domaine d'intérêt majeur, il y a une réunion de... alors, je recherche les chiffres. C'est 11 universités, 4 organismes de recherche, 4 écoles, 10 laboratoires et 200 chercheurs et chercheuses. C'est la coopération qui est permise par ce dispositif entre les institutions. Et on sait à quel point aujourd'hui, l'une des difficultés du milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur, c'est cette multiplicité d'institutions qui finalement entravent, sont des très belles institutions en elles-mêmes. Donc il ne s'agit pas pour certaines d'entre elles, de les supprimer, mais en même temps, il faut permettre aux scientifiques, aux enseignants qui sont dedans et au personnel qui sont dedans de travailler ensemble, parce que la recherche, oui, c'est de la concurrence, oui, c'est extrêmement compétitif comme milieu, mais en même temps, il y a un moment où on a besoin de travailler ensemble. Et donc, c'est ces deux mots-clés, confiance et coopération, qu'on porte avec les domaines d'intérêt majeur, et en particulier avec celui-là. Donc, qui est sur genre et discrimination, hein, avec 2 pôles initiaux, 2 projets initiaux qui se sont réunis, qui travaillent ensemble. Je crois que ça a porté les fruits. Il y avait une hésitation au début. Je crois qu'aujourd'hui, les uns et les autres reconnaissent que ça a porté les fruits. Sur une question donc, qui est fondamentale, hein, qui est la question du genre, enfin les questions du genre et des discriminations. C'est dans ces questions-là, celle de la santé, évidemment, est fondamentale. Hein. Je ne vais pas être trop longue parce que vous connaissez, vous avez un timing très très serré et il s'agit surtout de vous laisser travailler parce que c'est ça qui est important. C'est des choses que vous connaissez bien mieux que moi puisque vous êtes ici pour en parler et intéressé par le sujet. Évidemment, la question du genre les questions du genre et de la santé sont des questions où on a, vous l'avez dit tout à l'heure, un immense tapis de recherche à aller découvrir, un immense champ de recherche à aller découvrir. Il y a eu trop peu de recherches faites sur ces questions, même si, évidemment, il y a des bases. Donc, c'est un potentiel extraordinaire de recherche, extrêmement important pour nous tous et nous toutes. Et je suis très, très heureux de voir qu'effectivement, il y a une nouvelle génération. Je pense que c'est un effet peut-être quand même du domaine d'intérêt majeur. Une nouvelle génération qui se réempare de ces questions. Hein. On sent qu'aujourd'hui, sur ces questions du genre, des discriminations, des inégalités liées au sexe, eh bien, la nouvelle génération est là et reprend ces questions-là. Et ça, j'en suis très, très heureuse parce que ce sont des questions absolument fondamentales pour nous tous. Merci beaucoup et surtout, bon travail. Merci. On va avoir maintenant le plaisir d'entendre Mylène Bodbolbaum, qui est membre du comité d'éthique de l'INSERM, qui est philosophe à Louvain, qui dirige le centre de bioéthique à l'Institut de philosophie. Le comité, l'INSERM est associé à cette manifestation. C'est une association extrêmement importante parce que, vous savez, l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Il y a très peu encore de chercheuses et de chercheurs qui travaillent dans une perspective de genre, alors qu'il y a des questions majeures qui se posent dans toutes les recherches qui sont faites au sein de l'INSERM. Et il était extrêmement important que le comité d'éthique de l'INSERM soit associé à ce colloque. Et je crois savoir d'ailleurs que le comité d'éthique organise lui-même un colloque sur genre et santé, les copieurs, très bientôt. En tout cas, on ne peut que se féliciter que cette
toutes ces réflexions se diffusent au sein de l'INSERM et qu'on attend beaucoup après du directeur de l'INSERM que des financements et des postes arrivent également pour que cette jeune recherche qui est en train de se développer puisse s'inscrire véritablement et dans la durée dans le paysage de la recherche sur les questions de santé en France. Donc, merci beaucoup pour votre venue. Alors, merci beaucoup de cette invitation à ce colloque qui est assez pionnier finalement en France. Et je suis ravie d'être avec vous. Et, alors, je ne représente pas l'INSERM, mais je fais partie du comité avec Catherine Vidal et Jennifer Marchand. Et je voulais aborder avec vous la question de la résistance au concept de genre en recherche biomédicale, dont nous avons fait l'expérience au sein du comité lui-même. Et j'essaye d'analyser un petit peu les raisons. Alors évidemment, comme vous le savez, l'INSERM défend une politique de parité dans la recherche et son comité d'éthique a formé dès sa création un groupe genre qui en est à sa deuxième note. Et je vous invite à aller les lire sur le site de l'INSERM. Mais nous sommes, comme dit Rainer Rapp, qui conclura cette journée, encore dans un processus de belling the cat, c'est-à-dire d'essayer d'articuler genre et recherche, car le genre est une question biopolitique qui dépasse la question de la parité, la question du sexo-spécifique en recherche et pose des problèmes épistémologiques difficiles et bien sûr est dans un processus d'évolution permanent. Des concepts qui doivent être repensés d'abord autour de la sexualité, car elle fait le lien entre l'anatomopolitique du corps humain et la biopolitique de la population. Et ça, la dimension de la santé publique est extrêmement importante, comme l'a rappelé Paul Rabinov. Et la reproduction s'étend, bien sûr, aujourd'hui à la médecine génomique, qui rend ces questions éminemment plastiques, alors que les préjugés sociaux restent réifiés dans le langage. Donc, un travail mené sur l'usage des métaphores et analogies dans le discours scientifique a montré que, même muet, eh bien, le genre joue un rôle non négligeable dans les représentations et les intentions des chercheurs, et qu'il faudrait le rendre plus explicite pour précisément éviter les biais sexistes qui consistent à ne pas prendre les différences de genre au sérieux ou paradoxalement à les accentuer de manière à renforcer les inégalités d'accès aux soins. Alors pourquoi le sexe est-il supposé causer le genre ? Quels effets et quelle pertinence ont ces classifications ? Sont-elles cohérentes avec les données scientifiques ? Mais surtout, est-ce bien là la question ? Comment dédiagnostiquer le genre ? Ça, c'est une question de philosophe, mais il me semble que c'est important de pouvoir aussi dédiagnostiquer le genre ou défaire le genre dans les perspectives de la recherche, puisque le genre était finalement au début du discours. Et que repenser la question des inégalités de genre, c'est ce que nous faisons. Donc la place de plus en plus grande faite à la notion de genre dans les projets scientifiques, financés par les institutions européennes notamment, font que les incitations aux régulations éthiques de la recherche sont formulées effectivement en termes de gender, sans que le sens de ce terme ne soit situé dans son archéologie, son histoire, son lien à la biologie comme au féminisme. Ce terme souffre, comme nous l'avons souligné plus haut, donc d'un flou notionnel qui risque, s'il n'est pas clairement explicité dans sa dimension plastique et historique, d'aseptiser les problématiques abordées dans le contexte scientifique sous l'étiquette « rapports sociaux de sexe ». Reste à déterminer l'importance de la prise en compte des rapports sociaux de sexe dans le domaine de la recherche biomédicale qui nous intéresse ici, et ce discours empirique est perçu souvent comme un corps étranger, un intrus, dans une réflexion rationnelle fondée sur la preuve, comme s'il pouvait altérer la qualité des données. Et le défi du discours de genre est de confronter les chercheurs à une autre rationalité critique et de prétendre inclure ces dimensions comme étant centrales à la santé. Car la recherche en médecine n'est pas qu'une science, elle est d'abord une culture située qui ignore souvent ses propres présupposés. Donner aux chercheurs des compétences pour intégrer ces données est vital, alors que la résistance au concept de genre, associée encore à une idéologie biopolitique féministe, est liée au fait qu'elle soit perçue comme peu scientifique et reste la doxa majoritaire au nord comme au sud, comme récemment l'affaire Marthe Gauthier nous l'a encore montré, et les femmes en payent le prix tant elles sont les garantes de la santé dans les communautés traditionnelles.
il semble évident que le seul usage du mot genre dans le discours scientifique provoque un trouble en termes de repères et de signification épistémologique, car il perturbe les doxas scientifiques elles-mêmes. Les catégories féminin, masculin doivent être pensées comme des catégories cognitives non équivalentes, mais concernant des sujets égaux en droit, comme l'universalité de l'accès aux soins de santé pour des agents dont les capacités sont entravées par leur appartenance ou à leur reconnaissance à un groupe genré minoritaire, en évitant deux écueils, et en France, je me permettrais de dire soit l'universalisme abstrait de Badinter, soit le différentialisme d'Agazinski, qui parfois est contre-productif pour le discours féministe, si je peux me permettre. Donc, on nous parle beaucoup aussi de médecine genrée, qui est un terme relativement nouveau et fort développé, bien sûr, en Allemagne, aux États-Unis, dans les pays du nord de l'Europe, mais peu en France ou dans les pays latins. Permet-elle de dépasser certains biais de la recherche sur les femmes comme objet de savoir scientifiquement valable? J'en doute, dans le sens où elle a pour effet de figer les différences en les naturalisant. Un changement s'est récemment produit dû aux recherches multicentriques, à l'internationalisation de la recherche. Cette globalisation n'est pas sans soulever de nouvelles questions liées au genre en contexte. Le concept de genre étant difficilement perméable aux sociétés traditionnelles et patriarcales, fondées sur la hiérarchie des sexes et les rôles sociaux prédéterminés, ce défi s'est découvert majeur, bien sûr, lors de la conférence du Caire, mais il n'a pas cesse d'être développé depuis et de démontrer son efficacité à rendre justice aux catégories vulnérabilisées par les normes androcentrées, au-delà de la seule catégorisation masculin-féminin. Il sera important donc de définir en quoi le genre diffère du simple sexe social et quel impact a cette définition pour les enjeux éthiques de la recherche, qui ne peut plus se penser dans la perspective de l'universel masculin, comme nous le rappelait Hélène Rouch dans Sexe et genre. Le déterminisme biologique mis en question, je prendrai l'exemple du cas des techniques assistées de reproduction assistée dont on a parlé, sur lesquelles Rainer Rapp reviendra peut-être. La question du genre s'est d'abord posée dans le champ de la reproduction assistée, qui a questionné l'évidence de la reproduction hétérosexuelle comme fait de nature, en créant des possibles surnaturels, en déplaçant l'embryon de l'utérus aux boîtes de pétri au nom de l'infertilité, devenue maladie, qui a amené à justifier ou à médicaliser toute grossesse. Ainsi, avec l'amniosynthèse, comme l'a montré Rainer Rapp avec brio, les biotechnologies de la reproduction, la science est devenue acteur dans le champ socio-anthropologique. La sexualité est devenue, par le biais de la médecine reproductive, un objet de science, mais aussi un tiers dans la relation duale du couple hétérosexuel qui pouvait échapper aux faits de nature pour entrer dans une multiplication de possibles, mère porteuse, couple lesbien, réduction embryonnaire, altération génétique des embryons et j'en passe, qui ont permis ce que les féministes américaines ont nommé l'embodiment, c'est-à-dire la prise en considération du corps identitaire comme donnée opératoire dans l'abstraction des régulations scientifiques, ceci à travers les travaux des bioticiennes comme Rose-Marie Tang, Anne Dochin, etc. Et c'est ainsi que la séparation et la hiérarchie commode entre les deux sexes perçus comme nécessaires n'est plus opératoire pour comprendre l'ampleur des enjeux éthiques et politiques posés par le concept de genre. Nous voyons donc que cette perspective doit être aussi épistémologique qu'éthique, mais nous verrons, je l'espère, lors de ce colloque, que les deux dimensions sont interdépendantes, car le vécu subjectif est inséparable du vécu de la liberté et des droits subjectifs. Le droit et l'éthique se doivent de réinventer l'objectif ou le neutre à partir d'une hétérogénéité des points de vue, sans qu'une définition soit exclusive des autres, car la perspective de genre est éthiquement inclusive de la pluralité des modes de vie sexuels, qui existent de fait en dehors des normes sociales et questionnent par là même l'objectivité, voire la scientificité des normes biologiques, qui ne reconnaissent que l'existence de deux sexes dans une perspective purement reproductive et utilitariste. Je conclus. C'est précisément le rôle du concept de genre d'être attentif à ces discriminations, d'y répondre d'un point de vue de justice distributive, d'accès aux soins ou d'accès à la participation à la recherche. Il faut donc accepter le fait que la perspective de genre ne peut faire l'économie de l'histoire et des apports du féminisme. Je suis donc persuadée que la collaboration de l'INSERM avec les chercheuses remarquables que vous êtes ici
et qui nous donnent la chance de pouvoir être entendus dans ce groupe, si elles ne sont pas invisibilisées mais reconnues dans leur rigueur scientifique et leur rationalité propre, en explicitant ce que la perspective de genre peut apporter aux sciences biologiques dans le processus de leur évolution même, eh bien, l'inclusion d'un discours critique et constructif ne pourra que bénéficier à la recherche scientifique hétérogène pour toutes et tout ce qui relève de l'utopie, mais alors d'une utopie concrète. Je vous remercie.